Pendant les longues semaines où les enfants n'ont pas pu aller à l'école et sont restés confinés chez eux, comment ont-ils bien pu s'occuper ces chers petits ? Il faut bien le reconnaître, pour nombre d'entre eux, ils sont restés scotchés devant les écrans, smartphones, ordinateurs ou bien sûr télévision. Les conséquences de ces mois de numérisation forcenée des petits se lisent aujourd'hui et peuvent être parfois inattendues. Je ne parle pas des troubles du sommeil, de l'anxiété, du déclin cognitif induit par la surexposition aux écrans, mais d'un autre phénomène étrange observé en particulier chez les petits Américains. Pendant de longues semaines, des cohortes de bambins se sont enfilés l'intégrale des épisodes de Peppa Pig. Connaissez-vous Peppa Pig ? C'est l'une des nouvelles stars de la télévision enfantine, une sorte de bestiole empruntant ses traits à un petit cochon rose. Halal, bien entendu. Une petite Peppa entourée de son frère, de son papa et de sa maman, et à qui il arrive des aventures trépidantes au quotidien. Le dessin est assez vilain, il faut en convenir, mais le fond, globalement inoffensif, ce qui explique le succès de la série chez les enfants comme chez leurs parents. Sauf en Chine, où la série est interdite, mais ça, c'est plutôt bon signe. Le souci, c'est que Peppa Pig est née dans les studios britanniques. Elle a donc un accent british à couper au couteau. Résultat, les petits Américains se mettent à speaker anglais d'Oxbridge, à parler avec un accent britannique, un rien plus distingué que celui des mâcheurs de chewing-gum d'outre-Atlantique. À utiliser un vocabulaire qu'on n'avait pas entendu dans le Nouveau Monde depuis le 4 juillet 1776, jour de son indépendance, jour où il largua les amarres qui le reliaient à la Bretagne grande. Ainsi donc, la Grande-Bretagne est virée manu militari des Amériques par la Grande Porte, il y a 2 siècles et demi, et rentre par la Petite Porte en 2021 grâce à un feuilleton populaire. Un curieux phénomène de contamination culturelle. Le verre de coca à l'heure du goûter dans lequel on trempe des frites pour les ramollir, va-t-il être remplacé par une tasse de thé avec un nuage de lait, s'il vous plaît ? Ce serait le comble, une recolonisation à l'envers. Nul doute que les progressistes démocrates voient cela d'un assez mauvais œil. C'était bien la peine de mettre dehors Trump et le remplacer par Biden, si c'est pour se retrouver avec de la graine de Boris Johnson sur le propre sol des États-Unis. Décidément, la perfide Albion a plus d'un tour dans son sac pour tenter de recoloniser le monde. Jeanne d'Arc, au secours! Je vous souhaite une très bonne soirée. Il fait beau, ou presque. Il fait chaud, ou presque. La reprise est là, ou presque. Et compte tenu de ce qu'on en a bavé dans les derniers mois, soyons-en sûrs, l'année 2022 sera belle, ou presque. Belle, belle, belle comme le jour, belle, belle, belle comme l'amour, disait mon chanteur préféré. Oui, je sais, nous n'y croyons pas vraiment à la beauté immaculée de l'année 2022. Pourtant, nous devrions y croire, puisque c'est Bruno Le Maire qui le dit, notre fringant et sémillant ministre des Finances. Le déficit attendu sera un tout petit peu moins catastrophique que prévu. Chouette alors. Le maire, c'est un peu comme un pompier qui dirait à quelqu'un dont la maison vient de brûler intégralement « C'est vraiment bien, vous allez être super content, j'ai réussi à sauver votre paire de pantoufles ». Mais surtout, l'État va continuer d'injecter dans l'économie quelques milliards d'euros à coups d'hélicoptères et de tuyaux d'arrosage pour qu'on soit tous définitivement convaincus à l'aube de l'élection présidentielle qu'il est un président en or, au propre comme au figuré. En effet, si l'on en croit le prochain projet de loi des finances, les ministères vont voir leur budget joyeusement augmenter à l'approche de l'élection de 2022. 10 milliards 800 millions de crédits supplémentaires. Tournez pour tout le monde, c'est Macronor Terminator qui paie. Enfin,
lui ou surtout nous, ou surtout je ne sais qui, car je commence à douter sérieusement de l'existence d'une fontaine magique crachant des euros puisés au centre de la Terre, quelque part en Asie centrale peut-être. C'est du jamais vu pendant une année de scrutin présidentiel. Comme le dit le vénérable député centriste Charles de Courson, c'est open bar. En arabe, c'est open akbar. Sacré Courson, je ne l'aurais pas mieux dit. François Hollande, lui, avait été beaucoup plus sage. Il s'était contenté d'une hausse de 3,3 milliards de dépenses supplémentaires en 2016, l'année précédant les élections de 2017. Petit joueur, le franc-frounet, Macron fait 3 fois plus. Abracadabra, cadabra, cadabra, et la bobinette Chera, 10 milliards d'euros et plus. Éducation, défense, écologie, cohésion des territoires sont les ministères qui bénéficieront le plus de ce grassouillet loto budgétaire. Dépenses partout, économie nulle part. Un budget comme ça, moi, je vous l'aurais bâti en une soirée sur la nappe d'une table de restaurant dans lequel je me serais installé sans mon passe sanitaire que je n'aurais d'ailleurs jamais, je crois. Finalement, c'est vrai que cela n'a pas l'air si compliqué que ça de se racheter une réputation auprès des Français. Elle n'est pas simple, la recette pour gagner une élection ? Bon, bien sûr, la note des courses est un peu salée, mais que ne ferait-on pas pour que notre chef de guerre covidique puisse être réélu en 2022 ? Je vous souhaite une excellente soirée. Quelque temps après la chute de Kaboul, la machine migratoire, à s'attirer des ennuis, se met à nouveau en marche. Les évacuations s'enchaînent à un rythme soutenu, sous le contrôle incertain et peu organisé des forces présentes sur place. Ici en France, la presse communique à grand bruit sur le rapatriement des Afghans. Faut-il donner une leçon de vocabulaire ? Les Afghans n'ont pas à être rapatriés chez nous pour la simple et bonne raison que la France n'est pas leur patrie. L'assimilation sémantique à la situation des rapatriés d'Algérie est pour le moins scandaleuse. Le million de pieds noirs et de harkis que nous avons accueillis, si mal d'ailleurs, en 1962, étaient, eux, français de nationalité et de cœur. Qu'à cela ne tienne, s'ils ne sont pas rapatriés, les Afghans qui fuient devant les talibans pourront bénéficier de l'étiquette inattaquable de migrants qui vaut tous les passeports, toutes les bénédictions pontificales comme politiques. Nous sommes donc sommés de leur ouvrir tout grand les bras. Pourtant, plus que jamais, il faut se poser la question avant de rejouer le couplet de la France éternelle, terre d'asile. Un rapport de l'Office des réfugiés, l'OFPRA, signale par exemple que les femmes sont ultra minoritaires parmi les réfugiés afghans, 8% seulement. Ce chiffre est alarmant. S'il est vrai que les femmes sont celles qui ont le plus à craindre de la conquête du pays par les talibans, pourquoi ne peuvent-elles pas fuir ? Et pourquoi les hommes qui, fuyant un régime soi-disant oppressif et régressif, et qui devraient donc tout faire pour protéger la gente féminine, ne s'en préoccupent pas un instant de cette gente féminine ? Disons les choses clairement. Les rapatriés, les migrants afghans que nous allons accueillir, massivement sans doute, ne sont pas nécessairement tous des combattants de la liberté ou les pauvres victimes de l'islamisme que veulent nous dépeindre les bien-pensants. L'écrasante majorité d'entre eux soutient la charia. La meilleure preuve en est que 5 Afghans fraîchement accueillis en France font déjà l'objet d'une surveillance rapprochée pour risque terroriste. Et faut-il rappeler, dans un autre domaine, les atroces faits divers survenus dans les derniers mois avec des Françaises agressées et violées pour avoir malencontreusement croisé le chemin de migrants afghans à Rennes, à Pau, à Pontivy ou encore à Montpellier.
D'autres chefs d'État ont été plus prudents. Vladimir Poutine, qui sait de quoi il parle, tant son pays a eu de fil à retordre avec la terrible et insoluble question d'Afghanistan, a mis en garde sur le risque de voir affluer dans nos pays des combattants déguisés en réfugiés. Sébastien Kurz, le chancelier autrichien, a lui aussi été très clair sur la question. L'Autriche n'accueillera pas de migrants afghans. Mais la France, elle, fait toujours tout mieux que tout le monde et n'a probablement pas encore assez goûté aux joies des attentats et des assassinats perpétrés sur son propre sol par ceux qu'elle accueille. Ceux qui, à l'image d'Édouard Philippe il y a quelque temps, nous affirmaient que l'urgence n'était pas à l'accueil des chrétiens d'Orient, car leur avenir était en Orient, ferait bien ici d'appliquer la même règle. Quoi qu'on en dise, l'avenir des Afghans est bien en Afghanistan. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme nous le savons, le célébrissime Didier Raoult, professeur de médecine à la réputation mondiale, mon Didier à moi, mon Didier d'amour, décoche tout azimut depuis bientôt 2 ans des flèches acérées contre tous ceux qui s'autoproclament grands spécialistes du traitement du Covid, alors qu'ils ont souvent, sur le sujet, un niveau de réflexion et de connaissance proche du niveau de la mer. Comme Raoult l'explique souvent, les dizaines d'années qu'il a passées à traiter ce genre de problème lui ont permis d'acquérir une réflexion et une pratique scientifique, quand ses adversaires pataugent dans la croyance au mieux ou barbotent dans la nullité au pire. Entre les deux parties, le combat était par trop inégal. L'intelligence du professeur faisait cruellement ressortir la fadeur ou la stupidité de ses adversaires. Il fallait donc régler ce problème. Et le gouvernement a trouvé la solution : faire dégager le brillant professeur de son poste éminent de directeur de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille. Le conseil d'administration de cet hôpital, inspiré comme jamais, a donc décidé de trouver un successeur à la sommité mondiale qu'est le professeur Didier Raoult. Pourtant, ce dernier, qui a 69 ans, avait proposé de continuer son activité sous la forme emploi-retraite. Cela lui a été refusé. Ce qui est tout de même étrange, car le conseil d'administration a déclaré, je cite, « Nous sommes en pleine pandémie mondiale et nous avons besoin de cet institut qui est un formidable outil et de ses chercheurs. » Fermez les guillemets. Ainsi, cet institut est un formidable outil. Celui qui le dirige depuis 10 ans est à l'évidence l'architecte de ce formidable outil. En outre, ces chercheurs sont indispensables. Celui qui est le plus célèbre de ces chercheurs est à l'évidence indispensable également. Donc, celui qui a créé ce formidable outil et qui est le chercheur le plus remarquable de l'équipe est purement et simplement congédié. Tout cela est d'une logique imparable que seuls les cerveaux supérieurs des administrateurs de l'hôpital de Marseille peuvent comprendre. À l'évidence, le gouvernement, les autorités sanitaires, le système médiatique et j'en passe sanitaire n'ont qu'un seul souci, se débarrasser d'un scientifique de haut vol pour pouvoir continuer à tripatouiller autant que faire se peut autour du Covid, en abreuvant la population de fausses informations, en obligeant dictatorialement une vaccination qui pose problème quelque part, je veux dire, en interdisant tout soin aux personnes atteintes de la maladie, ce qui est quasiment une première dans l'histoire de l'humanité. Le sens profond du limogeage de Didier Raoult est très facile à décrypter. Personne ne doit s'opposer à la dictature sanitaire en marche. Aucun opposant à cette dictature sanitaire n'est protégé par son statut. Rien ni personne ne ralentira la marche vers la dictature sanitaire. Les tests rapportent un argent considérable aux laboratoires pharmaceutiques. Le vaccin rapporte un argent considérable aux laboratoires pharmaceutiques.
Nul ne sait si les laboratoires pharmaceutiques, dégageant d'immenses bénéfices liés au Covid, arrosent ou pas le système politico-médiatique mondial. Mais beaucoup pensent que cette dictature sanitaire est l'antichambre de la dictature tout court. Il nous faut tenir encore quelques mois et espérer que les élections de 2022 changeront fondamentalement la donne. Il y va de notre liberté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Depuis que le pape François a descendu à la Kalachnikov vaticane l'usage du latin dans les messes dites dans le monde entier, le moins que l'on puisse dire est que la barque de Saint-Pierre tangue dangereusement. De toutes parts, on s'interroge, on s'inquiète, on murmure. L'offensive venue de là-haut, tout là-haut, est bel et bien lancée contre la messe traditionnelle, celle qui a été dite pendant des siècles, afin que soit définitivement banni tout ce qui ressemble de près ou de loin à la tradition. L'important, dixit le Vatican, Guigne, dixit c'est du latin, est que la nouvelle Église soit ouverte sur le monde, soit ouvertement mondialiste, écologique, multiculturaliste, immigrationniste, islamophile, etc. Ah, pardon, reguigne, encore une expression latine. Les directives papales ont été entendues 5 sur 5 dans nombre de pays. Prenons par exemple le Costa Rica. Dans ce petit pays d'Amérique centrale, les évêques ont choisi la voie maximaliste. Est-ce la proximité avec Cuba qui leur donne des idées de dictature à la mode castriste ? Toujours est-il qu'ils ont décidé que sur l'ensemble du territoire costaricain, la messe en latin était définitivement bannie, interdite, finie, caput. Et attention, ils sont passés à l'acte pour faire appliquer leur oukase sinistre. Un prêtre a osé continuer à pratiquer le latin pendant la messe. Mauvaise idée, très mauvaise idée, ich bin mauvaise idée. Ce bon prêtre a été suspendu et renvoyé dans sa famille avec interdiction de célébrer la messe. Il est vrai que l'on manque tellement de prêtres que l'on peut bien se permettre d'en envoyer un ou deux au goulag, au placard. Bon, disons-le, cela se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, sous les tropiques, cela ne nous concerne sûrement pas. Eh bien, le problème, c'est que sur la dolce terre de France, ce n'est guère mieux. Nos amis de Renaissance catholique, par exemple, se sont vus fermer la porte au nez pour la messe de leur université d'été, au motif qu'elle allait être dite en latin. Il ne s'agissait pas d'ouvrir les bras, dixit le prêtre du coin, au rite liturgique des siècles passés. Ce cher monsieur, je n'ose dire ce père, car vous comprendrez qu'en l'espèce le terme me paraît assez peu adéquat, se distingue assurément par sa merveilleuse et vaticanique ouverture d'esprit. Du passé, faisons table rase. Il ne fait aucun doute que le vieil adage révolutionnaire a encore de beaux jours devant lui. Je vous souhaite une très bonne soirée.